Bonjour, je suis Christophe Coupé, consultant en transformation digitale interne des entreprises chez Abalone. Dans cette vidéo, nous allons aborder une question que beaucoup d'entreprises se posent en matière de gestion de documents. Peut-on réellement se passer de dossiers et de sous-dossiers pour stocker des documents de l'entreprise? Il y a près de 40 ans, la micro-informatique débarquait dans les entreprises. Les collaborateurs ont commencé à stocker leurs fichiers sur leur disque dur, puis quelques années après sur des serveurs de fichiers. Dans les deux cas, le classement se faisait par une arborescence de dossiers, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo, dans certains cas, en particulier pour des fonds documentaires importants, cette solution montre de sérieuses limites. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer où sont ces limites et de vous faire découvrir une autre alternative pour gérer un fonds documentaire sans dossier ni sous-dossier. Commençons déjà par bien comprendre le système d'arborescence de dossiers pour en comprendre l'intérêt, mais aussi pour en comprendre les limites. Des limites que les entreprises ne connaissent pas toujours. Le principe de stockage par arborescence de dossiers repose sur la création de dossiers dans un espace de stockage, que ce soit un serveur de fichiers ou même un site SharePoint. Chaque dossier peut contenir d'autres dossiers, qui peuvent eux-mêmes contenir d'autres dossiers, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la profondeur de l'arborescence, c'est le nombre de dossiers et de sous-dossiers à parcourir avant de parvenir en bout de branche de l'arborescence. Un des inconvénients de l'utilisation exclusive des dossiers et sous-dossiers, c'est que pour associer des informations au fichier, l'unique solution est de surcharger le nom du fichier avec une règle de nommage alambiquée. Voici la règle de nommage des fichiers que je devais appliquer il y a à peu près 20 ans. D'abord le trigramme de la direction, puis le trigramme de l'équipe, puis le trigramme pour désigner la nature du sujet, ici PRJ pour projet. Ensuite, la nature du document, ici ce sont des spécifications techniques détaillées, l'année, et enfin le titre du document. Évidemment, cette règle de nommage ne permet aucun tri, sauf un tri visuel à la rigueur. Pour mieux comprendre, prenons un exemple avec un fonds documentaire patrimonial commercial. C'est ici qu'on stocke tous les documents importants qu'on ne doit surtout pas perdre, comme les contrats, les avenants, les devis, propositions commerciales. Ces documents entrent dans ce qu'on appelle le patrimoine de l'entreprise. Il ne faut ni les perdre, ni les altérer. Et surtout, il faut les retrouver facilement quand on en a besoin. Idéalement, les métiers voudraient que ces documents aient certaines caractéristiques intéressantes pour pouvoir les exploiter plus facilement et les retrouver rapidement. C'est par exemple l'année de production du document pour pouvoir retrouver facilement selon l'année fiscale. La direction métier et maîtrise du document. Le type de document, ça peut être un contrat, un avenant, un devis, une proposition commerciale. Le nom de la société cliente. La date de signature du document. La criticité du document. Ça peut être un document stratégique, important, normal ou mineur. Une date d'alerte de révision pour tracer facilement les documents qu'il faut revoir passé un certain délai. Le nom du collaborateur interne responsable du document qu'on pourra contacter en cas de question. Et éventuellement, des commentaires pour en savoir plus sur le document. Je dis idéalement car faut-il encore pouvoir associer ces données au fichier, ce qui est quasiment impossible avec un serveur de fichiers dont la seule information liée au document est son nom physique. Du coup, les métiers doivent souvent renoncer à leurs ambitions et se débrouiller avec des serveurs de fichiers aux fonctionnalités plus que limitées. On peut tout de même gérer certaines de ces informations en utilisant des dossiers, car finalement, en rangeant un document dans un dossier, on lui associe indirectement une information qui permet ensuite de mieux le retrouver. Par exemple, dans notre cas d'usage, on pourrait imaginer l'arborescence suivante. Un dossier pour chaque année, afin de classer les fichiers par année fiscale. Dans chaque dossier de chaque année, un sous-dossier pour chaque direction, pour savoir quelle direction a produit les documents. Dans chaque dossier de chaque direction, encore un sous-dossier par client
pour savoir à quel client s'adresse chaque fichier. Et dans chaque fichier de client, 4 sous-dossiers pour organiser entre eux les fichiers par type de document: contrat, devis, avenant, proposition commerciale. Ainsi, quand on accède à un fichier rangé dans le tout dernier dossier, indirectement, on connaît la nature du document, le client concerné, la direction qui a produit le document et l'année de production. Par contre, en faisant ce choix, on impose un seul et unique angle d'accès au fichier. Ici, ça convient très bien à Martine, dont la mission n'est pas vraiment d'exploiter le fond, mais plutôt de veiller à ce que les documents soient classés par année, direction, client et type de document. Mais les collègues de Martine n'ont pas forcément les mêmes missions, et n'ont pas, du coup, les mêmes besoins. Par exemple, la mission de Nicolas est complètement différente. Il a la responsabilité de surveiller les contrats passés avec certains clients. Son angle d'approche, c'est donc plutôt le client et le type de document, les contrats en l'occurrence. Du coup, cette arborescence ne va pas beaucoup l'aider, car cela va l'obliger à constamment explorer toutes les branches pour trouver les contrats des clients dont il a la charge. Nicolas aurait certainement préféré une arborescence basée sur le client et le type de document. Mais si on mettait en place cette arborescence, ça ne répond plus aux besoins de Martine, qui a besoin d'une structuration plus fine, et ça ne répondrait pas plus aux besoins de ses autres collègues, qui ont certainement aussi des missions très différentes. Bref, on l'a compris, les arborescences de dossiers imposent un et un seul usage. Certains collaborateurs trouveront le classement très adapté à leur propre usage, tandis que tous les autres vont souffrir au quotidien pour gérer le fond et y retrouver les fichiers dont ils ont besoin. Bref, partons sur l'arborescence proposée. La voici qui est créée. Au total, j'ai créé 4 dossiers au premier niveau, un dossier par année. Pour chaque année, j'ai créé 5 dossiers, un dossier par direction. Et pour chaque direction, j'ai créé 10 dossiers, un dossier par client. En choisissant un client, on voit les 4 dossiers avenants, devis, contrat et proposition commerciale. Il faut cliquer sur un dossier pour voir les documents. Mais au-delà de ça, juste une remarque. C'est une présentation pour le moins ultra simpliste. Aucune explication et aucune possibilité de rendre ce type de stockage un minimum attractif. Vous pensez peut-être que c'est un détail, mais en fait c'est très important. Voyons maintenant 2 scénarios d'usage pour bien comprendre les avantages et les limites. Dans ce premier scénario, nous allons rechercher les contrats produits en 2022, produits par la direction 03 pour le client 02, et on recherchera particulièrement les contrats. Pour cela, c'est simple, car cette recherche épouse complètement la logique de l'arborescence. Ainsi, pour trouver ces documents, on va donc cliquer sur le dossier de l'année, sur le dossier de la direction, sur le dossier du client, et enfin sur le dossier des contrats. On obtient alors tous les documents. Pour le coup, ce scénario est très simple parce qu'on suit directement l'organisation de l'arborescence. Mais on n'a pas toujours des besoins aussi simples, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce second scénario. Le second scénario est déjà plus compliqué. À l'occasion d'un audit, on nous demande de fournir aux auditeurs la liste de tous les contrats passés avec le client 03, toutes années et toutes directions confondues. Pour répondre à ce besoin métier, il faut donc d'abord retrouver tous ces contrats. Et pour que les auditeurs disposent de tous ces contrats à un même endroit, on va les copier dans un dossier partagé auquel les auditeurs auront accès. Pour trouver tous ces fichiers, il faut passer en revue toutes les branches de l'arborescence, aller dans chaque dossier de chaque année, puis dans chacun des 5 dossiers de direction et aller dans chaque dossier du client 03, et ensuite encore dans le dossier des contrats. Là, il faut copier les fichiers pour les coller dans un espace de partage afin de les isoler pour les auditeurs. Et ce qu'on vient de faire, il faut le refaire pour toutes les années, pour toutes les directions. Je passe ici la vidéo en accéléré plus de 20 fois, car en vitesse normale, pour ce simple petit exercice de 4 années de 5 directions, cela m'a demandé près de 10 longues minutes laborieuses. Au final, les contrats du client 03 sont copiés dans un dossier du serveur de fichiers et mis à disposition des auditeurs pour examen. Mais ce n'est qu'une photo à l'instant T. Si entre-temps, de nouveaux contrats sont déposés pour ce client, et bien sûr, ils ne seront pas présents dans ce dossier. Et si jamais les auditeurs nous demandent aussi
les devis, les propositions commerciales et les avenants pour ce même client, eh bien il faudra refaire la même opération 3 fois. Faisons maintenant un focus sur le principe des colonnes avec SharePoint et voyons ce qu'on y gagne par rapport à ce que nous venons de voir. Les colonnes, ou encore appelées propriétés, existent dans SharePoint depuis 2003. Cela n'a donc rien d'une nouveauté, mais pourtant cette fonctionnalité reste encore largement méconnue et incomprise par les entreprises. Le principe est simple, il suffit d'associer des informations aux fichiers. Certaines informations sont fournies par défaut et on ne peut pas les supprimer, comme par exemple le titre du document, la date de création et de modification, l'auteur du document ou l'auteur de sa dernière modification. Mais on peut ajouter d'autres propriétés si on veut, de toute nature possible. On peut par exemple mettre une propriété date de révision du document pour faire des alertes de révision, ou bien une propriété métier pour indiquer quel métier est concerné, ou encore une propriété nature du document pour dire si c'est une note interne ou un compte-rendu de réunion. Avec les propriétés, fini les noms de fichiers à rallonge. Si on reprend l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, toutes les informations encodées en dur dans le nom physique du fichier deviennent des colonnes de la liste documentaire. On peut donc mettre un nom de fichier bien plus parlant. Créer une colonne avec SharePoint Online est très simple. Vous cliquez sur « Ajouter une colonne » et vous décrivez la colonne dont vous avez besoin, comme ici une date de révision dans cet exemple. Ensuite, vous pouvez saisir une valeur, comme on le voit ici à l'écran. SharePoint propose plusieurs types de colonnes différentes qui couvrent quasiment tous les cas d'usage, entre un simple champ de saisie en passant par des dates ou des listes déroulantes, des liens, etc. Pour afficher les valeurs des colonnes d'un document, c'est très simple. Il suffit de sélectionner un fichier, puis de cliquer sur le petit i entouré d'un rond. Toutes les colonnes s'affichent alors dans ce bandeau avec les valeurs. Mais créer des colonnes n'a de sens que si on s'en sert pour trouver les fichiers. Le principe, c'est de partir de l'ensemble du fond documentaire, puis de définir les critères de filtrage. Une fois les filtrages définis, on obtient tous les documents qui répondent à ce filtrage. Avec SharePoint Online, il y a principalement 3 façons de filtrer les documents. La première façon est de filtrer directement depuis les entêtes de colonnes. Vous pouvez cliquer sur « Filtrer par » et vous verrez toutes les valeurs possibles. Il suffit alors de cocher celle qui vous intéresse. La seconde solution est la plus efficace à mon sens, c'est d'utiliser le volet des filtres. Pour cela, cliquez sur le petit symbole d'entonnoir qui apparaît tout à droite de l'écran et vous trouverez toutes les colonnes épinglées dans le volet. Nous verrons cela dans les démonstrations qui suivent. L'autre moyen, c'est d'utiliser les affichages. Nous verrons également des exemples dans les démonstrations. Pour changer d'affichage, cliquez ici dans le panneau de droite de votre liste. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'évoquais les informations dont les métiers avaient besoin idéalement pour gérer leur fond documentaire. Et malheureusement, nous avons vu qu'aucune de ces données ne pouvait réellement être utilisée dans un banal fond documentaire avec une arborescence de fichiers. Donc, bien évidemment, dans notre exemple, nous n'allons pas utiliser d'arborescence de dossiers et de sous-dossiers pour classer les documents. Tous les documents seront rangés au même niveau. Et quand on dit ça aux entreprises, elles prennent vite peur. Nous allons donc créer les colonnes qui correspondent aux données dont les métiers avaient besoin pour gérer correctement leur fond documentaire et le maîtriser pleinement. On va donc créer les colonnes année, direction, type de document, client, date signature, criticité, date alerte révision et commentaires. Et croyez-moi, ce sont vos métiers qui vont être heureux. Avant toute chose, nous allons donner un bel écrin à ces documents. Car si un serveur de fichiers ne permet pas de mettre en valeur les fichiers, autant avec SharePoint en quelques clics, il est possible d'offrir à ces fichiers importants un écrin digne de la valeur qu'ils représentent pour l'entreprise. Et mine de rien, c'est important aux yeux de vos collaborateurs, car travailler avec un bel outil, c'est quand même tout de même plus enthousiasmant. Bien sûr, comme ce fond documentaire est un outil métier important, on va l'intégrer dans le hub de l'entreprise pour qu'il soit facile d'accès et surtout pour qu'il soit en forte visibilité. C'est déjà plus engageant qu'un serveur de fichiers anonyme. Voilà à quoi peut ressembler ce site du fond documentaire commercial. Avec des liens vers les documents, des liens vers des pages d'explication,
et même des actualités pour informer les utilisateurs sur l'évolution du fond documentaire. Les pages de présentation, de mode d'emploi ou de contact permettront d'aider les collaborateurs à s'y retrouver tout au long du cycle de vie du fond documentaire. Nous allons maintenant rejouer les deux scénarios, mais avec cette fois-ci un fond documentaire qui n'utilise aucune arborescence de documents, mais uniquement des colonnes. Pour cette démonstration, j'ai chargé une liste documentaire avec 1400 documents fictifs pour lesquels j'ai positionné des valeurs fictives dans les différentes colonnes. Commençons par le premier scénario. Souvenez-vous, il s'agissait de trouver les contrats du client 02 produits en 2022 pour la direction 03. Pour cela, nous allons ouvrir le volet des filtres, puis cliquer sur 2022, direction 03, client 02. Et voilà, de 1400 documents en ligne, on arrive sur les 7 documents qui répondent à notre besoin. Et au-dessus, on voit le chemin d'accès à ces documents. Je peux mettre en favori l'URL de cette page de résultats pour retrouver en un clic tous ces documents. Voyons maintenant le second scénario qui consiste à trouver tous les contrats passés avec le client 03, toutes années et toutes directions confondues, afin de fournir la liste de ces documents à une équipe pour les étudier. Dans le volet du filtrage, il me suffit juste de cliquer sur client 03 et c'est terminé. Et pour communiquer les documents aux auditeurs pour analyse, il suffit de copier l'URL de la page de résultats et de la leur communiquer. En cliquant dessus, tous les contrats vont s'afficher et en temps réel. Si d'autres contrats pour ce client sont créés entre-temps, ils apparaîtront bien évidemment. Souvenez-vous, pour jouer ce scénario avec une arborescence de fichiers, il m'avait fallu environ 10 minutes de travail très laborieux pour isoler les fichiers à envoyer aux auditeurs. Le même scénario m'a pris environ 3 secondes avec des colonnes SharePoint. Honnêtement, je n'ai pas d'exemple plus parlant pour vous montrer les gains des colonnes par rapport aux arborescences de fichiers. Mais en fait, vous pouvez aller encore plus loin, notamment en exploitant pleinement les affichages de SharePoint. Vous pouvez recréer des dossiers virtuels grâce au regroupement, comme par exemple ici avec cet affichage qui regroupe les clients et les directions. Si au contraire vous avez besoin de regrouper par direction et client, il suffit de faire l'affichage correspondant et de naviguer entre client et direction comme s'il s'agissait de dossiers. Dans les colonnes du site, on a défini une colonne criticité pour indiquer si un document est stratégique, important, normal ou mineur. On peut alors faire un affichage pour regrouper les documents par criticité et par client, ce qui permet d'avoir une vue en un clic sur les documents les plus importants pour l'entreprise. On peut aussi faire un affichage pour montrer tous les documents à réviser, c'est-à-dire tous les documents dont le champ date de révision est antérieur à la date du jour. C'est capital pour certains métiers pour lesquels les révisions de certains documents sont vitales. Ou bien encore, on peut faire un affichage des derniers documents ajoutés ou modifiés pour permettre de se tenir informé de l'évolution du fond documentaire en un clic. Et encore, ce n'est pas fini. Avec SharePoint, on peut encore aller un peu plus loin. On peut gérer proprement les droits d'accès, non plus par individu au cas par cas, mais par population. On peut gérer la conformité RGPD avec l'utilisation d'étiquettes positionnées sur les documents et éventuellement interdire certains fichiers de quitter l'entreprise. Sachez en tout cas que Microsoft 365 propose une console pour gérer votre conformité RGPD. On peut créer un rôle que j'appelle boîte aux lettres. Ce rôle permet d'ajouter des documents mais pas de les modifier, comme le principe de la boîte aux lettres de la Poste, ce qui permet de réduire les risques d'altération du fond documentaire par accident ou par malveillance. On peut créer des notifications pour alerter par exemple le responsable d'un document si la date de révision est atteinte. On peut mettre en place un système de validation des documents en utilisant la fonctionnalité approbation de Teams. On peut utiliser le moteur de recherche pour trouver des fichiers à partir de mots-clés. Et je ne parle pas de toutes les fonctionnalités natives de SharePoint pour gérer par exemple les versions des documents.
Mais ce n'est pas fini. On peut évoquer aussi la capacité d'accéder au fonds documentaire depuis votre smartphone ou depuis votre tablette et faire des recherches pour trouver des documents et les consulter en mobilité. Ou encore la possibilité de consommer ce fonds documentaire au travers de vos équipes Teams sans sortir de votre équipe de travail. Au final, que doit-on choisir pour gérer nos documents? Est-ce qu'on doit choisir des colonnes SharePoint ou plutôt une arborescence de dossiers? Étant donné la démonstration que je viens de vous faire, vous allez penser que je vais vous répondre qu'il faut bien sûr choisir les colonnes SharePoint. Eh bien en fait, ça dépend. Même si le recours aux colonnes SharePoint plutôt qu'aux arborescences de dossiers est une solution plus moderne, il ne faut surtout pas en faire un dogme et jeter les arborescences de dossiers aux orties. Il y a des cas d'usage où les arborescences de dossiers sont bien mieux adaptées et d'autres où le recours aux colonnes SharePoint s'impose très logiquement. Je vous recommande les arborescences de dossiers lorsque les scénarios d'usage sont très simples, quand il s'agit juste de stocker sans forcément faire des recherches sous plusieurs angles par la suite. C'est aussi très efficace quand le nombre de documents est très raisonnable, moins de 200 par exemple s'il fallait donner un chiffre. Ou bien quand l'arborescence est peu profonde, idéalement sur 2 niveaux, maximum 3. En fait, ce sont des arborescences de dossiers qu'on utilise dans les canaux des équipes Teams et c'est tout à fait efficace, tant qu'on limite la profondeur des dossiers et qu'on gère un nombre très réduit de documents. C'est en tout cas tout à fait recommandé pour simplement partager des fichiers de travail. A l'opposé, il faut résolument utiliser les colonnes de sites SharePoint pour des fonds documentaires pour lesquels il y a plusieurs scénarios d'usage avec des angles d'accès aux fichiers très différents, comme on l'a vu avec l'exemple de l'audit de contrat. Ça s'impose également si en plus de ces scénarios complexes, il y a un nombre important de fichiers qui doivent être structurés. On l'a vu quand le fonds est important en volume, explorer toute l'arborescence est vite laborieux. Ça s'impose également si vous avez besoin d'indicateurs ou de notifications par exemple pour faire ressortir tous les documents qui doivent être révisés après une certaine date ou pour avoir une vue sur les derniers documents déposés pour des contrôles a posteriori. Bien sûr, tous les fonds ne se ressemblent pas. Certains fonds contiennent quelques centaines de documents, d'autres beaucoup plus. On n'abordera sans doute pas de la même façon un fonds documentaire de plusieurs centaines de milliers de documents qu'un fonds de quelques centaines de documents. Peut-être allons-nous les structurer différemment par exemple. Des points de vigilance peuvent se présenter si les volumes sont importants, ce qui nécessitera de prendre quelques précautions qu'un expert pourra vous signaler pour éviter des ralentissements ou des problèmes d'affichage par exemple. Dans tous les cas, ces limites restent larges. Ici, nous avons un exemple de 1400 documents, mais dans une autre démonstration, la base contenait 10 000 documents en ligne pour les mêmes usages. C'est bien plus que la plupart des fonds documentaires utilisés au quotidien dans des entreprises moyennes. Utiliser SharePoint plutôt qu'un serveur de fichiers, en tout cas, ne garantit pas une plus grande efficacité. Ce qui fera la différence, c'est plutôt la manière avec laquelle vous allez utiliser SharePoint. Car vous pouvez très bien utiliser SharePoint sans en tirer aucun avantage complémentaire par rapport à un serveur de fichiers. C'est ce qui arrive quand on migre un serveur de fichiers dans un site SharePoint simplement en faisant un copier-coller des arborescences sans trop se poser de questions. Résultat, on déplace les problèmes d'un outil à l'autre sans chercher à s'adapter à la manière d'utiliser SharePoint, une manière qui est très différente de la manière d'utiliser un serveur de fichiers. En faisant ainsi, bien souvent, on dégrade le service au passage, car il n'y a finalement rien de mieux qu'un serveur de fichiers pour imiter les usages propres d'un serveur de fichiers. Bref, il faut définir une stratégie documentaire claire, mais ça fera l'objet d'une prochaine publication. Voilà, la vidéo se termine. Si vous voulez creuser ce sujet avec votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou via mon profil LinkedIn. Mes collègues d'Abalone et moi-même, nous pouvons réaliser un audit de collaboration et de partage dans votre entreprise pour vous donner une photo à l'instant T du sujet chez vous. On peut vous aider dans la construction de vos fonds documentaires les plus importants. On peut définir avec vous votre stratégie documentaire et collaborative d'entreprise. On peut définir votre stratégie de conformité RGPD et sécurité associée. Nous pouvons vous aider à migrer intelligemment et avec efficacité vos serveurs de fichiers dans l'écosystème Microsoft 365 global.
Nous allons aussi pouvoir vous aider à construire votre hub d'entreprise qui va permettre de guider vos collaborateurs et de porter votre stratégie documentaire. Et nous pourrons définir avec vous un plan d'accompagnement aux usages et bien d'autres choses encore. A bientôt pour d'autres publications sur mon site digital-inside.fr.